journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé le jeudi 28 septembre à l'immeuble du gouvernement la première réunion de la coordination du Comité national des mises en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine en République démocratique du Congo. Cette réunion marque une phase décisive dans le démarrage des activités de la SLECAF en RDC. Le détail dans ce journal. L'annonce de la signature de l'arrêté portant décentralisation de délivrance de passeports dans plusieurs provinces de la République démocratique du Congo par le ministre des Affaires étrangères n'est pas passée inaperçue. Une bonne partie de l'opinion congolaise a salué ce vendredi la nouvelle, tout en recommandant au passage plus de rapidité dans le processus de délivrance de cette pièce. À suivre également dans cette édition du journal. C'est tout pour le titre, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal sur Ecofin Télévision. Tout d'abord, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a rencontré le jeudi 28 septembre à Bruxelles, capitale du Royaume de Belgique, des représentants de la diaspora congolaise venus de plusieurs pays d'Europe. Au cours de cette réunion, il a réaffirmé son engagement à défendre la souveraineté de son pays et à poursuivre son travail de redressement. Suivez. Le président Tshisekedi a saisi cette occasion pour discuter de nombreux projets en cours en République démocratique du Congo, notamment le programme de développement local des 145 territoires du pays. Il a annoncé son intention de parcourir le pays dans les semaines à venir afin d'évaluer l'avancement de ces projets et les stimuler en cas de besoin. Lors de son discours, le chef de l'État a souligné l'importance de renforcer les forces de défense et de sécurité nationale pour garantir la stabilité et la souveraineté de la République démocratique du Congo. Il a déclaré que nous devons avoir un pays capable de prendre en charge sa propre sécurité car la principale cause de nos problèmes réside dans nos richesses. Il a expliqué que son objectif était de permettre à la RDC de retrouver la maîtrise de son destin. Le président Tshisekedi a également souligné son engagement en faveur de la démocratie tout en avertissant ce qui menacerait la sécurité du pays. Le chef de l'État a aussi évoqué les défis auxquels la République démocratique du Congo est confrontée, notamment les questions salariales. Il a mentionné les efforts déployés pour améliorer les salaires des enseignants et des militaires, tout en reconnaissant que le travail était loin d'être achevé. Félix Tshisekedi est rentré à Kinshasa le jeudi 28 septembre. Je l'ai annoncé au sommaire de ce journal, la première réunion de la coordination du Comité national des mises en œuvre de la zone des libre-échanges continentale africaine en République démocratique du Congo s'est tenue le jeudi 28 septembre 2023 à l'immeuble du gouvernement. Présidée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, cette réunion marque une phase décisive dans les démarrages des activités de la SLECAF en République démocratique du Congo. Plus de détails dans ses commentaires. En présence de plusieurs membres du gouvernement, dont le vice-premier ministre et ministre en charge de l'économie nationale Vital Kamerhe, le chef du gouvernement congolais s'est d'entrée de jeu félicité pour la tenue effective de cette rencontre qui marque une phase décisive dans le démarrage des activités de la SLECAF en République démocratique du Congo. Monsieur, de par ce décor planté, vous montrerez avec moi que la zone de libre-échange continentale SLECAF est une réelle opportunité. Sa mise en œuvre efficace dans un pays fait par ailleurs appel à une participation stratégique et coordonnée des parties prenantes. C'est ainsi que par décision sur la zone de libre-échange continentale africaine, SLECAF, prise au cours de la 31e session ordinaire de la conférence de l'Union africaine tenue du 1er au 2 juillet 2018 à Nouakchott en Mauritanie, les chefs d'État et de gouvernement africains ont pris l'engagement de créer des comités nationaux de la SLECAF afin d'assurer une participation significative des parties prenantes et de parvenir à la formulation de stratégies nationales de libre-échange et de renforcement du commerce intra-africain.
En sa qualité de président de la coordination nationale de la zone de libre-échange continentale africaine en RDC, le Premier ministre a souligné que la mise en œuvre effective de la ZLECAf dans un pays fait par ailleurs appel à une participation stratégique et coordonnée des parties prenantes. En développant le commerce intra-africain, en abaissant le coût des échanges et en rationalisant les procédures aux frontières, la mise en œuvre effective de la ZLECAf permettra les pays africains à renforcer leur résilience face à des futurs chocs économiques et à mettre en place les réformes de fond nécessaires pour stimuler la croissance à long terme. Aussi, le chef de l'exécutif congolais a salué la mobilisation des membres de la coordination de la mise en œuvre de la ZLECAf. À l'issue de cette réunion, le ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa est revenu sur les points essentiels qui ont été abordés. Il était question entre autres des orientations reçues par le chef de l'exécutif congolais sur la manière de tirer vers le haut l'économie nationale en améliorant ses échanges et le volume de ses investissements grâce à la zone économique de libre-échange continentale africaine. On l'écoute. J'ai retenu deux choses principalement. La première, c'est le lancement officiel de l'opérationnalisation du comité national de suivi de la zone de libre-échange continentale africaine. En fait, il s'est agi pour le Premier ministre de nous donner des orientations très claires sur la manière dont nous devons nous y mettre afin que la zone de libre-échange continentale africaine soit l'occasion par laquelle la République démocratique du Congo tire son économie vers les hauts. On améliorera les volumes de ces échanges, mais aussi en améliorant, on peut dire, le volume des investissements aussi. Il faut mutualiser les forces au niveau de l'Afrique pour que nos économies qui représentent à peine 3% du commerce mondial et qui échangent entre elles autour de 7-17% puissent être boostées, de sorte que les échanges intra-africains deviennent un peu plus importants en termes de densité. Deuxième élément, c'est qu'on a relevé beaucoup d'enjeux par rapport à la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. L'enjeu le plus important, je viens d'indiquer tout à l'heure, c'est que le revenu des Africains peut s'accroître lorsque la zone de libre-échange continentale africaine est mise en œuvre de manière efficace. La pauvreté peut être réduite. Le coût des investissements peut aussi être réduit, autant que les prix des biens et services. L'enjeu est tel qu'aucun pays ne peut se permettre de pouvoir se rétracter. Et la République démocratique du Congo, qui occupe une position stratégique au cœur de l'Afrique, a intérêt à pouvoir capitaliser de sorte à tirer le meilleur parti de la zone de libre-échange continentale africaine. Beaucoup de défis se posent à nous, en tant que nation. Les défis des politiques macroéconomiques robustes, les défis du développement infrastructurel, de la connectivité à l'intérieur du pays, mais aussi avec le pays voisin, pour rendre notre économie compétitive, de sorte à lui permettre de faire face à tout ce que le monde est en train d'organiser aujourd'hui. Dans un autre chapitre, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a procédé le jeudi 28 septembre 2023 au lancement officiel de travaux de l'atelier des validations du modèle et des normes d'approvisionnement responsable de l'entreprise générale du cobalt. Objectif, réfléchir sur les normes d'approvisionnement responsable de l'EGC qui ont été développées et est approuvé par les comités techniques de cette entreprise. Suivez. Dans son allocution d'ouverture, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde s'est dit satisfait de procéder à l'ouverture de cet atelier qui marque une étape décisive pour le secteur de l'exploitation artisanale de minerais stratégiques de la République démocratique du Congo. Il s'agit premièrement de réduire substantiellement les flux frauduleux échappant aux caisses de l'État, en canalisant l'exploitation de toutes nos ressources minérales artisanales stratégiques, à travers la démarche de formalisation promue par l'EGC. D'autre part, ces efforts entrepris par le gouvernement de la République nous amènent immanquablement vers l'amélioration de notre politique de redistribution équitable des revenus étatiques générés
par ce secteur. Par ailleurs, les gouvernements attendent accélérer le processus d'assainissement de la filière artisanale de cobalt avec les objectifs clairs et précis pour concrétiser les efforts de normalisation entamés, notamment avoir un cadre normatif bien en phase avec les normes internationales comme celle de l'OCDE. Par conséquent, nous considérons qu'à ce stade, il est impérieux de s'accorder une bonne fois pour toutes sur les derniers réglages afin de déployer tous nos efforts sur terrain et de faire réellement de l'exploitation artisanale de ces substances minérales un outil stratégique de notre politique économique. Cela nous permettra d'envisager l'élargissement de la liste des minéraux stratégiques à d'autres commodités. L'entreprise générale du cobalt est une filiale de la GECAMINE. Créée en 2019, l'EGC a reçu mandat d'exercer en République démocratique du Congo un monopole d'achat sur le cobalt issu de l'exploitation artisanale. Le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, Olivier Mwende Moukaleng, a reçu jeudi dernier une délégation du comité de gestion de la Société nationale d'électricité. L'évaluation des projets de l'électricité qui sont attendus dans les 6 prochains mois à Kinshasa, la tribune de Kisangani et d'autres chantiers de la SNEL qui sont en cours dans les postes de Kinsuka à Kinshasa a été au cœur des échanges. Commentaire. Cette entrevue entre les deux parties prenantes, à savoir le gouvernement représenté par le ministre des Ressources hydrauliques et le comité de la SNEL, s'est axée sur l'évaluation des travaux des projets d'électricité de Kinsuka à Kinshasa et de la tribune de Kisangani. Au sortir de cette tête-à-tête, l'heure accordée par l'Autorité nationale de ressources hydrauliques et de l'électricité, le directeur général de la SNEL, Fabrice Lucinde, a fait remarquer qu'il était question de connaître l'état d'avancement des travaux des projets d'électricité et les dates de leur inauguration, dont quelques-uns, le président avait lui-même procédé à la pose des premières pierres. De ce fait, il a noté l'importance capitale de ces chantiers en cours d'exécution, dont celui de Kinsuka, qui permettra notamment de prendre en charge 100% de la ville et va améliorer sensiblement la desserte en électricité. Les mandataires de la SNEL, à travers le directeur général, ont par ailleurs fait part au ministre de la remise en service de la deuxième tribune de la ville de Kisangani, précisant que cette dernière a souligné la population de cette province plongée dans le noir depuis plusieurs semaines. Il a précisé que d'ici décembre de l'année en cours, la troisième tribune qui alimente la même ville sera remise en service. Autre chose à signaler dans ces journaux, l'intersyndical des conducteurs de poids lourds a annoncé le mercredi 27 septembre la fin des mouvements de grève déclenchés depuis le 18 août de l'année en cours à l'issue de la tripartite gouvernement intersyndical tenue dans la capitale congolaise sous la conduite du ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, Marc Ekila. Suivez. En marge des discussions tenues du 25 au 27 septembre, les parties prenantes ont signé un protocole d'entente donnant lieu à une déclaration finale qui consacre la fin de la grève. Selon le président de l'intersyndicale des transporteurs routiers, André Tikoji, les parties prenantes ont convenu de la mise en place urgente d'une cellule de crise chargée d'identifier tous les problèmes des transporteurs routiers et proposer des solutions à court, moyen et long terme, mais aussi de la convocation de la tripartite dans le week-end par le gouvernement en vue de trouver des solutions durables sur toutes les revendications des travailleurs. Les parties prenantes optent aussi pour la levée de toutes les barrières régulant l'entrée des poids lourds dans toutes les villes sur la nationale numéro 1 dans les tronçons Kinshasa-Matadi, la suspension des limitations des horaires de livraison dans les villes de Kinshasa et Matadi, le lancement de l'identification de toutes les sociétés et établissements œuvrant dans les secteurs ainsi, le lancement de l'identification de toutes les sociétés et établissements œuvrant dans les secteurs ainsi que tous les chauffeurs professionnels des poids lourds, la réactivation de la commission timbre routier en vue de l'identification des opérateurs du secteur et la mise en place d'un comité de suivi composé des 3 parties prenantes, signalant que le conducteur de poids lourds réclame notamment la fin de la multiplicité des taxes et tracasseries au niveau des péages. Autre problème, c'est la sécurisation des conducteurs de poids lourds durant le trajet et la fin de cette grève devrait soulager la ville de Kinshasa qui est approvisionnée en denrées alimentaires par l'axe routier Kinshasa-Matadi.
Je l'ai également annoncé au sommaire de ces journaux, l'annonce de la signature de l'arrêté portant décentralisation des délivrances des passeports dans plusieurs provinces de la République démocratique du Congo par le ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula n'est pas passé inaperçu. Une bonne partie de l'opinion congolaise a salué ce vendredi la nouvelle tout en recommandant au passage plus de rapidité dans le processus de délivrance de cette pièce. David Mwende et Ruben Manata. La centralisation de la délivrance des passeports en République démocratique du Congo a longtemps et toujours été remise en cause par les citoyens congolais. La raison, la lenteur constatée dans le processus d'octroi de cette pièce d'identité et de voyage. Une lenteur qui à son tour est occasionnée, selon les avis de plus d'un, par la centralisation de ces processus. Ainsi, l'annonce de la décentralisation de l'octroi tombe à point nommé et répond positivement à la préoccupation qui a toujours été soumise aux autorités compétentes. Ici, les citoyens ont exprimé leur satisfaction tout en recommandant néanmoins une rapidité dans le processus d'octroi des passeports. Cette décision fera en sorte que la délivrance de passeports ne se passe uniquement pas dans la ville-province de Kinshasa. On félicite le ministre parce que ça sent bon. Parce que décentraliser, ça me donne aussi l'occasion, si tu es en province, tu peux en avoir. Mais c'est le timing qui fait défaut. Ouais. Il faut nous donner au moins un timing un peu précis par rapport au passeport. Parce que moi je quitte de là. Il y a plusieurs gens qui sont là-bas. On peut nous donner même une semaine. Quelqu'un peut avoir aussi son papier et repartir. Le retard dans le processus de délivrance des passeports est dû, à en croire l'autorité nationale du ministère des Affaires étrangères, à la mauvaise gestion de la société Locosem, qui est actuellement le fabricant des passeports congolais, signalant que le ministère est passé de la capacité d'imprimer 1000 à 2000 passeports par mois, ce qui répond malheureusement pas à la demande accrue de la population. Et pour terminer, la prise en charge de personnes touchées par l'accident vasculaire cérébral en République démocratique du Congo n'est pas de moindre coût. C'est ce qui révèle un professionnel de santé qui a en parallèle souligne le fait que cette prise en charge du patient atteint par l'AVC dépend également des causes précurseurs. Suivez. L'accident vasculaire cérébral est une attaque du cerveau et une défaillance de la circulation sanguine qui affecte les capacités cognitives et physiques du patient. Cette lésion cérébrale qui peut traduire à la mort demande ainsi un traitement méticuleux et exigeant. Ce qui explique l'exorbitance du coût de sa prise en charge, explique ces professionnels de santé. AVC, parce qu'il y a hypertendu, connu, parce qu'il y a des petits connus, donc il faut se prendre en charge bien. Une personne touchée par l'accident cardiovasculaire doit méticuleusement suivre le traitement. Cet accident vasculaire cérébral peut causer de graves répercussions dans le système cognitif de l'être humain. Il y a de ces personnes qui ne peuvent que se sentir mieux que dans des heures tardives et après l'anomalie reprend. D'autres personnes, par contre, présentent des anomalies telles que certaines de ces parties du corps sont privées du sang. Ainsi, le traitement de l'AVC n'obéit strictement pas à une quelconque durée après laquelle l'on peut estimer que ces patients doivent impérativement guérir. C'est une phase de réduction du patient afin qu'il retrouve tant ses aptitudes physiques que mentales. C'est différent d'une personne dont le stade de l'évolution de ces troubles cérébrales n'est là que très peu affecté. Nous tenons à souligner que la prise en charge de l'AVC n'est pas de moindre coût, ce au regard des exigences liées à son traitement. Il faut savoir également que c'est en raison de la manifestation de plusieurs signes de ces troubles cérébrales que les prix sont fixés. Il y a également des cas plus complexes qui peuvent coûter encore plus cher. Les professionnels de santé et quelques-unes de leurs études révèlent que la recrudescence des cas d'AVC en RDC est due aux mauvaises conditions hygiéniques du point de vue environnemental et alimentaire, lequel entraîne des risques prédisposant à cet accident. Place à présent à la revue de presse, lui est sélectionné par Juvette Mbelou. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette revue de presse économique. Débutons cette revue de presse avec l'avenir qui titre « Plus de 500 entreprises sous-traitantes recommandées aux entreprises principales ». Le journal indique que, grâce à la commission paritaire mixte, instituée par Miguel Cachal-Katambe et Albert Yuma, respectivement directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé,
et président de la Fédération des entreprises du Congo, il est recommandé aux entreprises principales, plus de 500 entreprises de sous-traitance. Dans un communiqué publié le lundi 25 septembre dernier, le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Kachal-Katambe, informe la population congolaise et surtout les entrepreneurs de la recommandation des plus de 500 entreprises de sous-traitance dans les entreprises principales. Selon le même communiqué, le DG de l'ARSP s'est fondé sur les résolutions de la commission mixte paritaire ARSP-FEC mise en place en exécution du protocole d'accord signé le 18 mars 2023, lequel protocole d'accord avait dessiné un cadre de collaboration entre les deux institutions. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui titre « Tony Mwaba interpellé à l'Assemblée nationale ». Un député national vient d'adresser une interpellation au ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, auprès du bureau de l'Assemblée nationale. Selon cet élu, deux causes motivent son acte. En premier lieu, il y a la double publication des résultats de l'examen d'État 2022-2023. Consterné par cet acte incompréhensible du ministre de l'EPST, un député n'a pas trouvé mieux que de l'interpeller à la chambre basse du Parlement. Ce dernier a indiqué « C'est la première fois dans l'histoire de l'organisation de l'ex-État qu'on puisse connaître une deuxième session ou une récupération ou encore une délibération. Ce n'est pas dans les réseaux sociaux martel cet élu que le ministre Mwaba doit s'expliquer, mais plutôt devant la nation. Il doit venir le faire devant la représentation nationale car son impère commence à inquiéter les Congolais », a fait savoir ce député national. Terminons cette revue de presse, toujours avec Forum des As qui titre à sa 5e page « Agriculture, don de José Mpanda, bientôt des motos aux inspecteurs provinciaux et territoriaux ». Tous les 26 inspecteurs provinciaux et les 145 territoriaux de l'agriculture vont recevoir sous peu chacun une moto de la part du ministère du tutelle. Étant déjà disponibles, ces motocyclistes n'attendent que le mot d'ordre du ministre de l'Agriculture José Mpanda pour être distribués. L'objectif étant de faciliter la mobilité des bénéficiaires, c'est là une source proche du dit ministère. Cette dotation coïncide avec le lancement de la campagne agricole 2023-2024, saison A pour l'hémisphère sud et saison B pour l'hémisphère nord. Ainsi, le moment venu, doté de cet engin roulant, chaque bénéficiaire va tirer double avantage de ce moyen de locomotion. D'abord, il va permettre aux inspecteurs non seulement de faire les suivis de cette campagne agricole en vue des résultats escomptés, mais va également, après la campagne, faciliter leur mobilité dans l'encadrement et les suivis de routine des agriculteurs. Fin de cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi. C'est la fin de ces journaux, mesdames et messieurs, mais avant de nous quitter, le rappel de titre. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a présidé le jeudi 28 septembre à l'immeuble du gouvernement la première réunion de la coordination du comité national de mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine en RDC. Cette réunion marque une phase décisive dans le démarrage des activités de la SLECAF en RDC. Les détails que vous avez suivis dans cette édition du journal. Et puis vous avez suivi dans ce journal l'annonce de la signature de l'arrêté portant décentralisation des délivrances de passeports dans plusieurs provinces de la République démocratique du Congo par le ministre des Affaires étrangères. N'est pas passé inaperçu, une bonne partie de l'opinion congolaise a salué ce vendredi la nouvelle, tout en recommandant au passage plus de rapidité dans le processus de délivrance de cette pièce. C'est ce rappel de titre qui boucle complètement cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Ecofin Télévision. Au revoir. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre,
où le secteur de l'économie et finances, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes. Voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finances télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.